Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Le luxe. Aujourd'hui, le luxe, c'est la clé de voûte de la consommation et de la croissance. Les Romains le considéraient comme la cause de leur déclin. L'instabilité politique, notamment celle qui amena à la fin de la République et à l'instauration du Principat d'Auguste, était expliquée comme la conséquence d'une corruption morale dans laquelle la richesse jouait un rôle majeur. Il serait tentant d'ignorer cette interprétation comme irréelle, mais notre perception moderne de la politique et de la morale, comme de deux catégories séparées, ne s'appliquait pas au décryptage que les Romains faisaient de leur propre société. Les problèmes qui, pour notre sensibilité, ont une cause politique ou sociale, étaient souvent perçus comme une conséquence d'un manque de maîtrise de soi de la part des citoyens. La moralité est au cœur de toute auto-représentation de l'identité romaine, surtout pour ceux qui sont des membres de l'élite. Voyons-en un exemple célèbre, presque un manifeste. Il s'agit du discours que Quintus Metellus prononça pour faire l'éloge funèbre de son père, Lucius Metellus, pontife, 2 fois consul, il le fut en 251 et en 247 avant Jésus-Christ. Il fut dictateur, maître de cavalerie, Kendersanvir pour l'assignation des terres, qui apporta beaucoup d'éléphants dans le triomphe lors de la première guerre punique. Donc nous avons l'éloge prononcé par son fils Quintus Metellus, et le personnage lui-même, c'est Lucius Metellus, son père. Lucius Metellus, en tant que consul, avant de poursuivre dans la lecture, il faut le présenter très brièvement. Il était un général de l'armée romaine en tant que consul. Il avait défendu victorieusement la ville de Palerme en Sicile contre une attaque carthaginoise. Les Carthaginois perdent 20 000 hommes et 142 éléphants sont pris et envoyés à Rome pour défiler lors du triomphe accordé à Lucius Metellus. Les éléphants deviennent une sorte de symbole héraldique des Metelli, et nous en voyons ici un témoignage, c'est exceptionnel, donc c'est une monnaie frappée par un descendant de Lucius Metellus. Elle date de 125 après Jésus-Christ, donc à peu près un siècle après la mort de Lucius Metellus. Et donc vous voyez ici à gauche la tête de Rome. Il était un moment où les magistrats chargés de frapper les monnaies ne pouvaient pas vraiment faire graver leur propre visage sur les monnaies. Ça commence avec César, et on comprend bien pourquoi. Donc c'est Rome représenté ici, et sur le revers, vous voyez deux éléphants qui tirent un bige. Vous voyez un personnage qui est Jupiter sur la bige, parce que, encore une fois, on ne pouvait pas représenter un personnage, disons, réel sur une monnaie. Et à nouveau, vous voyez une victoire, une déesse qui représente la victoire, avec une couronne en train de couronner le vainqueur. C'était une phase réelle, représentation de ce qui se passait lors d'un triomphe.
bien entendu, il n'y avait pas la déesse, mais il y avait peut-être un esclave qui couronnait le vainqueur. Alors, revenons à l'éloge prononcé pour ce personnage qui était le vainqueur de la bataille de Palerme contre les Carthaginois. Et après la première partie que nous avons déjà lue, l'éloge prononcé par son fils Quintus Metellus se poursuivit en disant que son père avait accompli les 10 objectifs suprêmes que les hommes avisés passent leur vie à rechercher. Il avait voulu en effet être le premier guerrier, donc premier objectif, premier guerrier, le meilleur orateur, le général le plus courageux. Alors vous vous dites, quelle est la différence entre être le premier guerrier et le général le plus courageux? Donc le premier guerrier, c'est le soldat, et le général, c'est celui qui commande. Donc il a revêtu à la fois le rôle de soldat au début de sa carrière et après celui de général. Ensuite encore, conduire des grandes entreprises sous ses auspices. Bien entendu, il y a là une sorte de rappel de cette victoire assez éclatante. Bénéficier du plus grand honneur. Bon, il a été consul 2 fois, mais il a aussi joui d'un triomphe. Être de la plus haute sagesse, là on commence à aller dans un autre champ de valeurs. Être de la plus haute sagesse, être considéré comme les sénateurs les plus importants, faire fortune de manière honnête, laisser de nombreux enfants et être l'homme le plus illustre de la cité. Tout cela lui était échu, à lui et à lui seul, depuis la fondation de Rome. Alors, c'est un éloge funèbre que nous ne possédons pas directement, donc ce n'est pas gravé sur une pierre. C'est Pline l'Ancien qui le relate. D'une façon, on peut penser assez fidèle, parce qu'il y a ce style, disons, assez lapidaire des éloges funèbres. Alors, le fils célèbre l'excellence du défunt en montrant qu'il a atteint ces 10 vertus les plus importantes. Alors, il faut remarquer qu'il ne parle pas de sa piété religieuse, ce qui est assez étonnant dans ce cadre. Alors, pour résumer ce que nous venons de lire, on y trouve d'abord des activités au service de la cité, en tant que soldat, en tant que commandant, mais aussi son habileté oratoire, qui est en service, encore une fois, pour la cité, pas dans la guerre, mais lors de la paix. Il a été aussi un très bon sénateur, donc il y a un côté plus strictement politique, mais à la fin de cette liste, on trouve le domaine privé, économique, c'est-à-dire l'accomplissement des devoirs d'un père de famille, pecuniam maniam bono modo invenire, multos liberos relinquere, des activités d'où découle un large prestige, être le plus illustre clarissimum in civitate. Alors, remarquons, je pense que vous l'avez déjà remarqué, parmi vous qui étaient ici lors de la première séance où j'ai parcouru avec vous la philosophie antique de l'économie, vous avez remarqué, je pense, que ce propos, pecuniam maniam bono modo invenire,
acquérir une grande richesse par de bons moyens, d'une façon honnête, résume parfaitement l'approche philosophique dont nous avons parlé. Ce qui frappe aussi est qu'il s'agit d'un témoignage, donc cet éloge, c'est un témoignage daté de 226 avant Jésus-Christ. Donc vous avez vu que le personnage dont on parle, il avait été consul en 251-247. Après, il est mort une vingtaine d'années après. Donc cet éloge fut prononcé à peu près en 226. Et donc c'est une époque qui précède la pénétration massive de la philosophie grecque à Rome. Mais déjà, on trouve dans cet éloge un propos qui coïncide parfaitement avec, disons, le cœur de l'enseignement philosophique que nous avons trouvé, par exemple, dans Xénophon ou dans Aristote, et que plus tard sera transplanté en latin par Cicéron. Alors, cela a deux implications. D'abord qu'il ne faut pas toujours chercher dans la philosophie grecque, disons, l'élément matriciel de la pensée latine. Et d'ailleurs, cela nous montre que ce type de propos moraux étaient profondément politiques. Et ils étaient exploités par la classe dirigeante à la fois pour exercer un contrôle sur ses propres membres et pour faire valoir leur position privilégiée face aux couches inférieures. Et pourtant, comme cela a été montré par Emilio Gabba, ce genre de discours était destiné à être écouté aussi par les classes moins fortunées, qui donc partageaient elles aussi ces mêmes valeurs. Donc il faut toujours comprendre que l'idéologie romaine, qui est une idéologie assez aristocratique, élitiste, mais elle avait ça aussi disons de frappant, qu'elle était largement partagée. Donc, il faut que vous imaginiez les funérailles, donc ce type de discours devant une foule, et ça implique que ces critères devaient être partagés, afin que ça puisse être considéré vraiment comme un éloge, pas seulement par les proches du défunt, mais par tous ceux qui écoutaient ce type de discours. Alors, ce type de discours, il contient, si on le regarde bien, peut-être aussi une contradiction qui n'est pas vraiment mais quand même qui nous donne une idée de la complexité du champ que nous sommes en train d'explorer. C'est-à-dire que dans ce contexte, on voit très bien l'idée de quelqu'un qui a une maîtrise de soi-même absolue, qui répond à tous les demandes morales du public, mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne méprise pas d'acquérir une grande richesse. Donc, nous avons à la fois l'éloge de la vertu, de la maîtrise de soi, et l'éloge de la richesse. Donc, il faudra toujours prendre en compte la présence de la richesse. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que cette présence est, d'un certain point de vue, d'une certaine façon, elle est acceptable lorsqu'elle est entourée de certaines, disons, précautions morales. Par exemple, il faut dire toujours, c'est une grande richesse, mais acquise de façon honnête. Alors, vous voyez, il y a ici
déjà à une époque assez reculée, il y a déjà la présence de la richesse qu'il faut faire entrer harmonieusement dans le reste des valeurs citoyennes. Alors, ce sur quoi il y avait des opinions un peu différenciées, mais qui au fond convergeaient sur, disons, un espace assez partagé, c'était les opinions concernant le moment où la richesse arriva à Rome. Donc, c'est toujours intéressant lorsqu'on lit les témoignages anciens, parce qu'il y a toujours l'idée d'un commencement. Nous sommes un peu moins à l'aise avec l'idée d'un commencement. Parce qu'on se dit peut-être les choses ont toute une sorte de dynamique, il n'y a pas vraiment un commencement, mais les anciens avaient, disons, ce besoin de trouver l'origine, cette quête de l'origine, c'est très caractéristique. Alors, pour tous, disons, les historiens, les orateurs, les philosophes, l'invasion du luxe et les commencements de la corruption s'est située quelques décennies seulement après l'éloge funèbre de Lucius Metellus. Je vous le rappelle, 221. Tite-Live, par exemple, attribue l'origine du luxe au triomphe de Gnaeus Manlius Vulso en 187 avant Jésus-Christ, donc une cinquantaine d'années après l'éloge funèbre. L'origine du luxe aurait fait suite à la victoire sur les Galatiens en Asie mineure. Des riches meubles et surtout une nouvelle organisation de banquets et de divertissements connexes furent alors introduits à Rome. Mais nous y reviendrons. Pour Pline l'Ancien également, l'origine du déclin est à chercher dans les contacts avec l'Orient, mais il énumère plusieurs étapes. La conquête de l'Asie a d'abord introduit les luxes en Italie en 189 avant Jésus-Christ, mais le testament d'Attal, qui légua le royaume de Pergame au peuple romain en 133, fut encore pire car les Romains, dit Pline, apprenaient non seulement à admirer l'opulence étrangère, mais aussi à la désirer. Donc, ils ne sont pas victimes, mais disons, ils se plient volontiers à cette violence de la richesse et du luxe. Selon Polybe, en revanche, c'est en 168, avec l'importation des richesses en provenance de Macédoine, que le luxe a été introduit en Italie, tandis que pour Salluste, c'est la défaite de Carthage en 146, l'absence d'ennemis extérieurs qui s'ensuit, l'absence d'ennemis extérieurs, parce que Rome était devenue la seule puissance sans aucun ennemi en face d'elle, a fait tomber toute barrière à la montée de la corruption interne, le metus hostilis, la peur de l'ennemi. Il faut avoir, paraît-il, un ennemi pour savoir qui nous sommes. Date différente pour ce diagnostic, mais avec beaucoup d'éléments en commun entre les différents auteurs, le déclin est toujours mis en relation avec l'expansion de l'Empire romain et il est importé à Rome de l'extérieur. Donc, il y a un certain consensus à ces propos. Le luxe est également comparé à... Donc, il y a là aussi la question de la mer. La mer est vue comme élément de contact, donc l'importation de biens de luxe par le transport maritime de mer est un élément de contact, mais aussi un horizon
ouvert toujours, ouvert, un horizon ouvert, donc sans barrière, et donc à craindre. Donc il y a, la mer a une double nature. Et il y a aussi dans ce discours sur l'origine du luxe toujours une comparaison avec une armée hostile qui envahit, assaille et conquiert les mœurs romains. C'est de fait un leitmotiv qui traverse le siècle, pas seulement le siècle de Rome, et pas seulement les fantasmes de Rome. S'il est présenté sous la forme d'un anti-hellénisme dans l'Antiquité romaine, il se manifeste par exemple comme un sentiment anti-français en Angleterre et anti-chinois au Japon et dans les cités-États d'Italie, à Florence par exemple, au Moyen-Âge, il s'agissait toujours d'une antipathie envers toute forme de richesse qui venait de l'extérieur. Donc il y a toujours cette idée du luxe étranger. Alors, ce qui unit les écrivains antiques est aussi leur vocabulaire de la corruption. La métaphore de la maladie qui corrompt le corps de la société est l'une des plus utilisées. C'est la métaphore de la maladie. Une autre caractéristique de cette vision, un peu plus compliquée, mais je pense très fructueuse, est l'idée que la décadence du présent implique l'existence d'un passé vertueux. Donc, toutes les fois que nous disons ce présent est décevant et frustrant, donc cela implique qu'il y a eu un moment où nous étions heureux. Donc, il faut en être conscient. Il ne s'agit que d'un contre-modèle, bien entendu. Si les vices ont été introduits à Rome depuis l'extérieur, il s'ensuit qu'il y a eu une époque où la société romaine ne connaissait pas le luxe et s'est caractérisée par la vertu. Comme le dit Tite-Live dans sa préface trop célèbre pour que je dois vous la présenter, mais on prend toujours le plaisir d'en lire quelques lignes. Je ferai en présence de Madame Ducos qui connaît bien mieux que moi ce type de témoignage. Jamais on ne vit l'État plus grand, ni plus intègre, ni plus riche en bons exemples. Dans aucune autre cité ne vint s'installer si tard la fascination de l'argent et du luxe. Nulle part ailleurs on accorda si longtemps à la pauvreté, à la parcimonie, tant d'honneur. Moins il y avait à posséder, moins on en éprouvait le désir. Mais ensuite, la richesse a introduit la cupidité et la surenchère des plaisirs a créé le besoin de se perdre et de tout perdre dans le luxe et la débauche. Même traduit en français, c'est magnifique. Entre autres, il est à retenir de ces propos de Tite-Live la conception du luxe comme une conséquence de la perte de la maîtrise de soi. Alors, voyons par image l'imaginaire impliqué par ce type de mentalité. Donc, vous voyez ici, vous connaissez déjà, donc je repars de ce que nous connaissons, c'est un des tableaux de la mosaïque de la villa de Saint-Romain en Galles. Vous voyez ici une scène, quelqu'un qui se rend chez un tisserand de panier. Et vous voyez une petite maisonnette qui abrite ce travailleur. Il y a, disons, certains
souci architectural, mais c'est quand même très modeste. Un peu différente par rapport à cette, disons, cité idéale et ce palais. Il s'agit d'une fresque de la maison de Publius Fannius Sinistor à Bosco Reale, donc auprès de Naples. Il faut souligner qu'il s'agit d'une villa romaine auprès de Naples, mais cette fresque, si vous voulez l'admirer, il faut que vous alliez à New York. Il y a quelque chose qui cloche. Et même à l'intérieur des maisons, il y avait tout un déploiement de luxe. Ici, c'est une image, c'est une reproduction, une reconstitution de la production de parfums de la Casa dei Vetti à Pompéi. Donc, vous voyez les amours qui travaillent sous le contrôle d'une femme qui a une recette. Mais nous le savons tous et toutes, le bonheur ne se laisse jamais toucher et saisir. Nous pensons que l'âge d'or se situe dans le passé, mais lorsque nous l'approchons, il se retire encore plus loin, il recule et devient insaisissable. Alors, nous venons de voir que les auteurs latins datent la pénétration de la richesse et le début de la corruption du IIe siècle avant Jésus-Christ, entre la conquête de l'Asie en 189 et les testaments d'Attal qui légua en 133 le royaume de Pergame au peuple romain, donc IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais vous vous souvenez aussi de notre Quintus Metellus et de l'éloge qu'il prononça en 221 de son père, l'homme aux 10 vertus les plus élevées. Alors, ce même Quintus Metellus, donc le fils, après la fin de la Deuxième Guerre punique, qui se termina en 201, prononça dans le Sénat un autre discours pour dire que c'était dommage, au fond, qu'Hannibal ait été chassé d'Italie. Quintus dit, devant les sénateurs, qu'il ne savait pas si cette victoire n'avait pas fait à la République plus de mal que de bien. En effet, disait-il, si elle avait été avantageuse en ramenant la paix, elle n'avait pas laissé d'être en quelque mesure nuisible en éloignant Hannibal, car l'arrivée de ce général en Italie avait réveillé la vertu du peuple romain, prête à s'assoupir, et l'on devait craindre que, délivrée d'un adversaire si actif, la vertu ne retombât dans le même assoupissement. Alors, pour Quintus Metellus, le sommeil de la vertu était déjà détectable un demi-siècle avant la conquête de l'Asie et les moments où les autres auteurs placent normalement l'invasion du luxe. Donc il y avait déjà sorte les symptômes que la vertu était en train de s'endormir, donc à la moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, la nostalgie n'a jamais un moment de répit. Il faut toujours remonter plus haut. Mais justement, tout est relatif, pas seulement la chronologie, mais aussi les valeurs. Et se faire le porte-drapeau de la vertu peut s'avérer contre-productif. Le poète Naevius ne partageait pas du tout l'idée que les mételliers avaient d'eux-mêmes et de la vertu romaine. Et il en détruisit
pour toujours la figure, par ces vers à double intention, sont très fameux, j'aimerais vous les laisser interpréter. Fato metelli Romae fiunt consules. Alors, première lecture possible, c'est le destin qui veut que les Metelli deviennent consuls à Rome. Donc, c'est un message élogieux. C'est le destin, fatum, qui veut que les Metelli deviennent consuls de Rome. Mais, comme fatum est un terme à double tranchant, on peut aussi interpréter c'est pour le malheur de Rome que les Metelli deviennent consuls. Alors, tout cela vous montre que tout discours contre le luxe sert au fond pour récupérer le passé et pour en faire un outil de lutte politique dans le présent. Mais le mot luxus, quelle est sa signification? C'est un terme qui peut être rapproché de l'adjectif luxus aum, signifiant luxer, disloquer, déboîter, comme dans le français, luxation, par exemple, de l'épaule. Les anciens faisaient eux-mêmes ce type de rapprochement en disant, c'était Verius Flaccus, épitomé par Festus, épitomé par Paul Diacre, qui nous rappelle ce type de rapprochement. Les membres disloqués qui subissent une luxation sont ceux qui sont déplacés et séparés de leur position. De ce mot vient lubrique, c'est-à-dire dissolu dans la gestion de ses richesses. Alors, il s'agit, comme il a été souvent remarqué, d'un terme d'origine rurale, car luxus signifie d'abord le fait de pousser de travers et par suite de pousser avec excès. Donc, c'est pour désigner la végétation spontanée, indésirable, qui par indiscipline compromet la récolte et ne donne pas les moindres fruits. Alors, dans ce mot, c'est vraiment un petit vocabulaire de la débauche qui, à travers le mot luxe, dissolution, c'est le même terme. Luxe et dissolution, c'est le même terme. Donc c'est intéressant d'ailleurs, on ne l'aurait pas soupçonné. Signifie celui qui se met de travers, qui fait des écarts. Alors vous voyez, l'idée qu'il y a derrière, c'est, je dirais, la meilleure façon de traduire le mot en rendant sa sémantique, c'est l'idée d'extravagance. Parce que vous savez, extravagance, ça veut dire s'en aller hors du chemin. Alors, il y a une norme sociale, des coutumes vis-à-vis desquelles le luxe représente l'éloignement, la violation. Et j'ajouterai donc aux nombreuses raisons habituellement invoquées dans la lutte contre le luxe, celle du contrôle psychologique. C'est une mise à l'épreuve. Car si le luxe est vu comme une déviation, comme le signe d'une dissociation entre le citoyen et la communauté, c'est comme dire que celui qui s'adonne au luxe met ses propres intérêts devant l'intérêt commun. En bref, c'est un signe, si on voit quelqu'un qui est un peu extravagant, c'est un signe que l'on ne peut pas faire totalement confiance en lui, que l'on ne peut pas compter en tout sur un tel individu. Jusqu'ici, ma leçon a été assez simple, mais je vous promets que je vais la complexifier. Car, après vous avoir présenté un cadre de l'idéologie romaine du luxe, qui était quand même nécessaire pour
vous donner un point de référence des champs proches du discours juridique. Maintenant, on entre dans l'idéologie, non pas des historiens, des philosophes, des orateurs, qui est d'ailleurs bien connue, mais dans l'idéologie des juristes. Alors, vous avez reconnu Minerve, c'est un camée du 1er siècle après Jésus-Christ, donc un moment où la jurisprudence romaine était en plein ferveur. Alors, je pense que dans les juristes, on retrouve cette sorte de contradiction que j'ai déjà soulignée. Donc, je vous ai dit, dans l'éloge de Lucius Metellus, il y avait à la fois l'éloge de la vertu maîtrise de soi, mais il y avait aussi l'idée que acquérir de la richesse par de bons moyens était quand même une vertu, ça aussi. Et pour les juristes, la contradiction est encore plus éclatante parce qu'on pourrait les dénommer les techniciens de la richesse. Je ne sais pas si Luisa Brunori pourrait partager cette définition, mais en tout cas, ils travaillent, ils manient de l'argent. Ce sont eux qui nous permettent de rattacher nos biens par les biais d'un discours. Parce que le discours juridique, ce n'est qu'un discours, mais ce discours fait que nous nous considérons, par exemple, propriétaires. Vous voyez la puissance du discours juridique. Alors, ils sont des techniciens de la richesse, mais est-ce qu'ils ont une idéologie aussi favorable au luxe et à la richesse? Donc c'est ça un peu la question que je vais aborder dans cette deuxième partie de ce cours. Alors, une prémisse est nécessaire. Je sais que pour même parmi vous, c'est une prémisse un peu mystérieuse, mais je veux la faire. C'est-à-dire que pendant les derniers 50 ans, une grande partie des efforts de ceux qui font mon métier, c'est-à-dire qui étudient l'histoire de la pensée juridique, se sont penchés sur l'idéologie des juristes, et notamment des juristes romains. Alors, c'est très intéressant, mais je me méfie un peu de cette démarche. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours prendre en compte le fait qu'il s'agit de techniciens. Donc, c'est un peu, pas tout à fait, mais je dirais que c'est aussi risqué que chercher l'idéologie d'un mathématicien dans un théorème dont il est l'auteur. Alors, c'est quelque chose qu'on ne ferait pas. Car le risque est d'attribuer aux juristes ou aux mathématiciens des pensées qu'ils n'ont jamais eues. Et donc, il faut toujours être bien attentif, même lorsqu'un passage d'un juriste romain semble montrer des indices de son idéologie, il faut toujours comprendre la perspective de son discours. En d'autres termes, il faut toujours comprendre quelle est la relation entre la réalité et les raisonnements spécifiques que les juristes effectuent. C'est la même question qu'on peut aborder dans l'Antiquité tardive, par exemple, pour les rapports entre le christianisme et le droit romain. Très souvent, en effet, la référence à la réalité extérieure, à des valeurs qui sont externes au droit, cette référence est subordonnée à des valeurs intrinsèques à l'affaire juridique. Donc, pour commencer cette exploration très rapide de l'idéologie des juristes romains face au luxe, il faut d'abord évoquer une institution qu'on a un peu tendance à oublier, c'est-à-dire
l'interdiction du prodigue, qui remonte déjà à la loi d'Oustable, donc 5e siècle avant Jésus-Christ, bien avant tous les sources que nous venons de dépouiller. Alors, le sui iuris, donc c'est un terme technique qui veut dire quelqu'un qui appartient à soi-même, quelqu'un qui est en son pouvoir, à son propre pouvoir. Les sui iuris, c'est-à-dire un individu jouissant d'une pleine capacité juridique qui dilapide les biens familiaux dont il avait hérité et menace d'appauvrissement ses proches, subit, sur requête de ses parents civils, les agnats, l'interdiction de disposer de ses patrimoines. Devenu incapable, le prodigue est placé sous la curatelle d'un agent. Lisons la formule que, paraît-il, on utilisait pour, prononcer, décerner cette interdiction. Et je n'insiste pas sur l'étymologie qui est très intéressante. Interdire, interdicere, ça veut dire ériger un mur de mots entre une personne et quelque chose d'autre. Donc, interdire, dire entre deux choses. Donc, l'interdiction, c'est encore un discours performatif, si vous voulez, dans le sens de ne pas permettre quelque chose, de l'éloigner de quelqu'un d'autre. Alors, la formule performative, selon la coutume, le prêteur a interdit l'administration des biens de la manière suivante: puisque tu dissipes pour toi, tibi, les biens de ton père et de tes ancêtres par ta propre iniquité, nequitia, et que tu conduis tes enfants à la pauvreté, je t'interdis de l'administration de biens et tout acte de disposition. Alors, si cette formule est authentique, il s'agit d'un juriste du IIIe siècle après Jésus-Christ qui la rapporte, nous y voyons au moins deux éléments. Le premier est l'accent moral, encore une fois, le prodigue dissipe ses biens à cause de sa nequitia. Donc on ne dit pas seulement tu dissipes tes biens, mais on lui reproche que l'origine de ça est sa nequitia. C'est un mot un peu compliqué à traduire, donc j'ai choisi iniquité. On pourrait aussi dire dépravation, vice. En outre, ce qui est blâmé est l'effet que son comportement interrompt une chaîne de transmission de biens qui commence par les ascendants plus éloignés, se transmet aux parents du prodigue et doit se poursuivre avec ses fils. Donc, la destinée d'un citoyen est inscrite dans une ligne de succession intergénérationnelle qui assure la survivance de la cité elle-même. L'interdiction du prodigue remonte à la loi des Doustables, code législatif du 451-450 avant Jésus-Christ, qui constitue pour toute la durée de l'histoire romaine la table des valeurs juridiques de la cité, pas seulement table des valeurs juridiques. Donc on apprenait à lire et à écrire en apprenant par cœur la loi de Doustable lorsqu'on était enfant. Cicéron nous le témoigne. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu signaler cette institution, car elle nous indique les critères de fond, l'arrière-plan des discours des juristes. Seulement une petite annotation. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Donc, je vous ai dit que j'essaye de replacer le discours des juristes dans la culture romaine. En même temps, il faut toujours être sensible, attentif au fait que le discours juridique tend à s'autonomiser, à avoir une sorte d'indépendance. Donc il faut trouver l'équilibre entre ces deux mouvements, ces deux facteurs. Donc, je vous ai proposé cette institution qui remonte à la loi des Doustables et qui reste pratiquée parce que ce témoignage, je viens de vous le dire, c'est du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc il y a entre ce témoignage
du juriste Paul et la loi des 12 tables, il y a 800 ans. Mais l'interdiction était toujours valable. Donc vous voyez cette stabilité aussi. Alors, ça veut dire qu'il y avait disons, dans l'esprit des juristes et dans l'ordre juridique, il y avait cette institution qui orientait, qui dictait une ligne, qui exprimait des valeurs. Donc vous voyez qu'il y a dans cette interdiction du prodigue déjà une évaluation. Et c'est ce type de valeur qui est très important pour les raisonnements juridiques. Donc il ne faut pas toujours aller trop loin lorsqu'on interroge le champ du discours juridique. Il faut voir s'il y a, par chance, aussi dans le champ juridique, déjà des valeurs qui sont incorporées. Vous en voyez ici un exemple très clair. Allons donc maintenant pour la toute dernière partie de mon exposé, enquête des idées des juristes. Alors, commençons, je vous proposerai deux exemples. D'abord, celui-ci de Pomponius, très rapidement. Alors, qui est Pomponius? C'est un juriste assez fameux parce qu'il a écrit une sorte d'histoire du droit romain, la seule histoire antique du droit romain, qui est contenue dans les digestes de Justinien. Il faut que je le souligne, tous les textes que j'indique avec le sigle D, provient du digeste de Justinien. C'est une anthologie juridique du VIe siècle après Jésus-Christ, où les écrits des juristes ont été recueillis. Alors, Pomponius, dans le digeste, présente, il y a une longue histoire du droit, mais Pomponius, lui, il écrivait au IIe siècle après Jésus-Christ. Alors, il se montre bien conscient qu'il existe un rapport entre l'histoire générale d'une société et son droit, mais il se borne à cristalliser cette histoire dans une notion quantitative de l'histoire. Justement, c'est la notion de la cité qui croît. Il y a cette idée de la croissance, une cité qui croît. Tout le récit de Pomponius est rythmé justement par des étapes de croissance qui engendrent l'évolution des modalités de production et de gestion du droit. Alors, on peut le voir tout de suite, c'est au tout début de ce récit. En effet, dit Pomponius, au commencement de notre cité, les peuples romains se gouvernaient sans loi et sans droit certain. Donc, c'est une sorte d'anomie. Et les rois conduisaient tout à leur volonté. Donc, c'est avant la naissance du droit. La cité s'étant ensuite accrue, jusqu'à un certain point, bon, c'était le tout début, bien entendu, on dit que Romulus lui-même divisa le peuple en 30 parties, cette idée vraiment archétypique du droit qui naît du partage, je n'insiste pas. Donc Romulus divisa le peuple en 30 parties, ensuite il proposa lui-même plusieurs lois que le peuple divisé en 30 parties, réunis par Curie, ce sont les 30 parties, approuva. Donc vous voyez, il y a un moment où la cité prend des dimensions qui impliquent l'existence du droit. Donc, acte de Romulus qui prépare le peuple en le divisant par Curie, il propose des lois. Et je n'insiste pas, nous n'avons pas le temps de le faire, mais tout le discours de Pomponius, on pourrait l'analyser de cette façon. Il y a des étapes, par exemple, la croissance fait naître de nouveaux besoins de formes contractuelles, donc il y a la naissance de nouveaux contrats et d'actions nouvelles.
Ensuite encore, la croissance démographique empêcha la réunion du peuple en assemblée, donc il a fallu se tourner vers le Sénat. Et à la fin de tout ce processus de croissance progressive, l'Empire devient trop gros pour être géré par le peuple et le Sénat, et donc il faut se tourner vers une seule personne, l'empereur. Alors, petit bilan, est-ce que Pomponius portait un jugement moral sur cette croissance de la cité? Il ne le laisse pas transparaître. Il ne dit pas s'il la considère comme bonne ou mauvaise. Son attitude est presque neutre. La croissance progressive, c'est pour lui un constat. Mais cela n'a rien d'étonnant, vu ce que je vous ai dit auparavant. Car il faut toujours comprendre quel est le but poursuivi par un juriste lorsqu'il dresse un récit. Alors, les points sur lesquels Pomponius se concentre sont justement les institutions de Rome, les modalités de production du droit. Alors, Pomponius voit les changements des institutions, donc il connaît qu'il y a eu des changements dans les institutions juridiques romaines, et donc il lui faut une explication, un dispositif d'explication. Alors, il trouve ce dispositif d'explication dans l'idée de croissance de la cité. Alors, à chaque étape de croissance, il y a eu une réponse du droit. Alors, vous voyez que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, il a besoin de justifier les changements juridiques, et pour les justifier, parce que sinon on pourrait se dire mais pourquoi on continue de changer, il prend comme modèle, comme point de référence, la croissance de la cité. Et ce mécanisme lui permet à la fin de justifier même la fin de la République, disons des libertés républicaines, et l'instauration d'une monarchie, le Principat. Donc vous voyez qu'il ne porte pas un jugement sur la croissance lui sert seulement pour justifier les changements juridiques. Mais laissons-nous à la fin guidés par un texte assez connu en général, contenu lui aussi dans le Digeste de Justinien, qui provient, je vous en prie seulement de ne pas, faire confusion entre les noms. Il y aura 3 noms que je mentionnerai. Donc, d'abord, il y a le nom de Celsus, qui est l'auteur du passage en général. Donc, il s'agit d'un juriste du IIe siècle après Jésus-Christ, à peu près contemporain de Pomponius que nous venons de lire. Donc, il a écrit le passage en entier. Mais, comme il s'avère souvent être le cas, il a utilisé des textes de juristes précédents, donc il a fait un montage de textes d'opinions de juristes précédentes, et donc les 2 autres noms qui sont plus importants pour nous sont celui de Labéon. Vous voyez ici la première citation, Labéon, et en deuxième lieu, Tubéron. Alors, ce sont 2 juristes de la fin de la République, un peu plus jeunes que Cicéron, fin de la République, Principat d'Auguste. Labéon, Tubéron, dans le cadre du texte de Celsus. Alors, première partie, nous irons très vite sur celle-ci. Labéon soutient que la suppellex, c'est le terme qui est au cœur de ce discours, soutient que la suppellex, ameublement, c'est un terme que même en italien n'a pas de correspondant, et j'ai l'impression qu'en français aussi n'est pas si clair que ça. En tout cas, j'utilisais le terme ameublement. Alors, il soutient que la suppellex tire son origine du fait que, jadis, ceux qui partaient pour une mission publique prenaient en location tous les effets qui pouvaient leur être utiles, sous-l'étant un peu. Donc, suppellex
vous voyez, Labéon porte son attention sur ce concept, mais il en donne une définition qui se voudrait étymologique, mais c'est une fausse étymologie. Donc les anciens adoraient ça, jouer avec les mots. Vous voyez, le jeu ici est entre suppellex et suppellibus. Suppellex et sous les peaux. J'interprète, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'il s'agit des tentes en peau. Disons, c'est une sorte de refuge pour s'abriter lors des voyages. C'est possible. En tout cas, ce n'est donc qu'un jeu sur la ressemblance des signifiants, car ce jeu permet à Labéon d'éclairer de façon très vivante les signifiés. Suppellex, pour lui, ce sont les effets nécessaires pour la vie quotidienne, même en voyage, donc des éléments indispensables. Alors, avant de continuer, le texte de Cels, dont celui de l'opinion de Labéon était la première partie, le prologue, nous faisons un petit détour par Tite-Live, encore le prologue. En effet, dit-il, le luxe des nations étrangères n'entra dans Rome qu'avec l'armée d'Asie. Ce fut elle qui introduisit dans la ville les lits ornés de bronze, les draps précieux, les voiles et tissus déliés, enfin ces tables à un seul pied, guéridon, et ces buffets qu'on regardait alors comme une grande élégance dans l'ameublement, dans la suppellex. Ce fut à cette époque qu'on fit paraître dans les festins des chanteuses, des joueuses des harpes, des mimes pour égayer les convives, que l'on mit plus de recherche de magnificence dans les apprêts, même des festins, que les cuisiniers, qui n'étaient pour nos aïeux que les derniers les moins utiles de leurs esclaves, commencèrent à devenir très chers et qu'un vil métier passa pour un art. Et pourtant, toutes ces innovations étaient à peine le germe du luxe à venir. Alors, on pourrait s'arrêter sur ce texte très longuement. Je souligne seulement quelques éléments. Alors, Tite-Live, un historien moraliste, nous présente ce qu'on peut considérer un récit d'une puissance militaire qui s'autodétruit. Vous voyez, c'est le luxe qui est emporté par les armées victorieuses. L'échec de Rome découle de son propre succès. Alors, le point de départ de ce récit est le triomphe de Cnaeus Manlius Vulso sur les Galatiens en Asie en 187. Et la description du luxe se base sur deux composantes. D'une part, le mobilier, l'ameublement de goût hellénique, qui prend des allures plus précieuses. Et d'autre part, deuxième élément, le rapport de ce mobilier avec une sociabilité plus élégante et au fond vaine et lubrique. Alors, le symbole de cet hédonisme, c'est le nouveau statut accordé aux cuisiniers, ceux qui est les plus fidèles parmi vous qui étaient ici lors de la séance qui portait sur les métiers et les arts des esclaves se souviennent de cette montée en importance des cuisiniers par le reflet des juristes. Alors, voyons, car c'est ce qui nous intéresse de plus proche, l'ameublement, la suppellex. Donc vous voyez ici ce dont Live parle, donc ce type de guéridon. Donc il y a une reconstitution moderne et il y a ce qui est décrit comme un reliquat ancien, bon, je me doute, mais ici, vous voyez
in situ à Pompéi, un monopode représentant en Silène le satyre père adoptif du dieu Dionysos, qui l'accompagne sans cesse, vous voyez dans ses bras. Alors, il est en outre la personnification de l'ivresse, et comme ce type d'ameublement entrait dans les salles où on célébrait des festins, donc tout se tient. Donc vous voyez le luxe et la débauche, si vous voulez. Alors, revenons à notre texte juridique, c'est vraiment, ce sont les dernières minutes. Alors, nous revenons au texte de Cels, mais vous verrez que ce n'est pas un détour sans nécessité. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a le texte de Cels qui s'ouvre par cette définition par étymologique de supellex proposée par Labéon. Le texte se poursuivit de cette façon. Alors, c'est vraiment Tubéron, maintenant, qui parle. Il explique ce que c'est l'ameublement. Alors, l'ameublement, dit-il, est l'ensemble des choses destinées à l'usage journalier d'un père de famille et qu'on ne peut pas comprendre sous une autre espèce particulière, comme, par exemple, sous la dénomination de provisions de bouche ou d'argenterie, ou de vestiaire, ou de bijoux, ou encore un équipement d'un fond de terre ou d'une maison. Il n'est pas étonnant que cette notion ait souffert différents changements suivant les mœurs de la cité et l'usage des choses, car autrefois on utilisait des ustensiles en argile, en bois, en verre, ou ensuite en cuivre. Maintenant on en a en ivoire, en écaille de tortue, en argent. Désormais on en a même en or et en pierre précieuse. Ainsi, c'est plutôt la forme des choses que la matière qu'il faut considérer pour savoir si on doit les rapporter à l'ameublement, à l'argenterie ou au vestiaire. Alors, Tubéron, nous le savons, vivait à l'époque d'Auguste. Alors, il faut souligner qu'il était le rejeton d'une lignée de juristes. Son grand-père, du même nom, juriste également, était un stoïcien à toute épreuve. On va le rencontrer encore, le retrouver lors d'une prochaine séance. Et Cicéron remarqua que l'attachement excessif du grand-père de notre Tubéron, l'attachement excessif à la frugalité, lui coûta une élection, car le banquet funéraire qu'il avait dressé à l'occasion de la mort de son oncle Scipion l'Émilien fut jugé misérable d'une sagesse malencontreuse. Il osa servir ce banquet sur des pots, des boucs, et dans de la vaisselle de terre cuite. Alors, on n'a pas le temps d'insister encore le fait que c'est encore un contexte funéraire, comme le discours de Quintus Metellus, et donc que le public était, disons, invité et qui regardait les mœurs des aristocrates et portait un jugement soit favorable, soit défavorable. Alors, maintenant, il faut se demander, mais quelle est l'attitude de son petit-fils? Est-ce qu'il était de la même frugalité? Son petit-fils qui devait définir qu'est-ce que c'est l'ameublement pour la vie quotidienne. Alors, le premier point à comprendre est la raison pour laquelle Tubéron se préoccupe de définir la supellex. C'est un problème qui se pose dans le cadre de l'interprétation d'un testament. Les testateurs laissent à quelqu'un un legs de supellex, d'ameublement. Il dit, je laisse à Titius ma supellex, mon ameublement. Alors, à sa mort, on se rend chez lui et on doit décider quels objets relèvent du légataire, du legs de supellex. Donc, on sait que la supellex, il faut la
la mettre de côté et la donner au légataire, donc on entre chez lui, il faut faire le tri. Alors, la définition de Tubéron sert justement à ça, à donner un moyen pour faire le tri. Alors, il dit d'abord, on peut le relire, l'ameublement est un ensemble de choses destinées à l'usage journalier d'un père de famille et qu'on ne peut pas comprendre sous une autre espèce particulière, comme par exemple la dénomination provision de bouche, d'argenterie, etc. Alors, c'est une définition d'abord en positif, l'ensemble de biens d'usage quotidien, et en négatif, qui ne peuvent pas rentrer sous une autre catégorie. Bon, c'est déjà un premier pas très important, mais imaginons de nous rendre dans la maison du défunt, ayant en tête la définition de Tubéron, un ensemble de choses destinées à l'usage journalier d'un père de famille. Alors, son lit, est-ce qu'il fait part du legs de Supellex? Oui, bien entendu. C'est quelque chose dont le père de famille a besoin pour son usage quotidien. En revanche, en bijoux, il ne rentre pas dans l'ameublement. Il rentre dans la catégorie des bijoux qui peut-être ont été laissés à un autre légataire. Et si on trouve un lit en or, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut dire que Tubéron était conscient qu'il y avait eu une évolution économique à Rome. Autrefois, on utilisait, dit-il, des ustensiles en argile, en bois, en verre ou ensuite en cuivre. Maintenant, on a en ivoire, en écaille de tortue, en argent. Désormais, on en a même en or et en pierres précieuses. Donc, il était conscient qu'il y avait eu une évolution. C'est la même évolution que nous venons de voir dans le passage de Tite-Live. Maintenant, vous comprenez pourquoi je l'ai évoqué. Donc, c'est la même évolution. Alors, on pourrait même se dire que l'un a lu le livre de l'autre. C'est qui le lecteur de qui? On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Ils ont vécu à peu près à la même époque. Ce qu'on peut dire, c'est que Tubéron a, outre des traités juridiques, écrit aussi des histoires de Rome, qui ont été mentionnées par Tite-Live. Donc, qu'il y ait eu des rapports, il n'y a pas de doute. Bon, dans quel sens, on ne peut pas le dire. En tout cas, il décrit à la même époque la même évolution dans le passé, à propos de la Supellex. Les juristes, donc, Tite-Live en parle avec un mépris et une nostalgie des bons vieux temps, mais la conclusion de Tubéron va dans une autre direction. Il accepte cette évolution, sa conclusion est très claire, ainsi c'est plutôt la forme, c'est-à-dire la fonction des choses que la matière qu'il faut considérer pour savoir si on doit les rapporter à l'ameublement ou à l'argenterie ou au vestiaire. Donc, un lit en or, ça reste toujours par sa forme, c'est-à-dire par sa fonction, un lit. Et donc, on le range parmi l'ameublement, pas parmi les bijoux ou les ornements. Alors, faut-il donc croire que les juristes étaient plutôt pour la diffusion de la richesse, sans tenir compte de la corruption morale qui pouvait en découler? Qu'aurait donc dit le grand-père de Tubéron, celui qui avait perdu l'élection à cause de sa frugalité excessive? Alors, ici, je me permets, c'est la conclusion, je me permets encore une fois de vous rappeler que les textes des juristes ont un but technique.
et pour les comprendre, il faut bien tenir ça à l'esprit. Dans ce passage, Tubéron cherche à identifier quelle avait été la volonté du défunt. Ce n'est pas sa propre définition d'ameublement, ce qu'il voudrait que l'ameublement fût, mais c'est ce que les Romains, en moyenne, comprenaient par ameublement. Et donc, c'était le moyen pour comprendre quelle avait été la volonté du défunt lorsqu'il a écrit « Je laisse en tel ma suppellex, mon ameublement ». Alors, le critère fondamental suivi par ce juriste et par tous les juristes dans ce genre de problème est de se rapprocher le plus possible de la volonté du défunt. C'est ça le problème juridique qu'il essaye de résoudre. Ce n'est pas de faire une histoire moralisante de la Rome antique. Cela dit, je ne pense pas que le cœur de Tubéron était complètement insensible à la croissance du luxe. D'abord, le fait qu'il fût aussi un historien, je viens de vous le dire, attentif aux origines de Rome, le montre plutôt tourné vers le passé. Et le même Pomponius que nous venons d'évoquer, quand il retrace l'histoire du droit romain, nous laisse un mot sur ce Tubéron en disant, mais lorsqu'il écrivait ses traités de droit, il utilisait un style archaïsant, c'est-à-dire il était tourné vers le passé, et donc il n'avait pas trop de lecteurs. Donc vous voyez, se dessine un portrait de quelqu'un qui n'était pas trop ouverte à la modernité, au changement. Alors, il faut aller plus loin et se dire, mais où est-ce qu'on a évoqué cette opinion de Tubéron? C'était dans le passage de Cels, et les passages de Cels s'ouvrent par cette définition de l'Abéon. Alors, si c'est une définition de l'Abéon qui colle avec la définition de Cels, cela veut dire qu'il y a une sorte de cohérence. Et qu'est-ce que cette définition nous montre? Nous montre que l'Abéon regarde la suppellex par les yeux de quelqu'un qui se souvient d'un passé où les gens partaient en mission publique, pas pour leurs intérêts, qui s'abritaient sous des pots et qui portaient les ustensiles nécessaires. Donc, même cette définition est une définition avec un ton nostalgique. Mais il y a, et c'est vraiment la fin, un indice philologique que je soumets à votre jugement. Alors, autrefois, dit Tubéron, on utilisait des ustensiles en argile, en bois, en verre ou ensuite en cuivre. Maintenant, on en a en ivoire, en écaille de tortue et en argent. Désormais, on en a même d'or et en pierres précieuses, même en or. Ce n'est que le père, toujours la même époque, nous a transmis cette tirade rhétorique contre le luxe, explicitement contre le luxe. Pour répondre aux caprices d'un luxe fou, chaque pierre est extraite de la terre, des forêts sont abattues dans le monde entier, le bronze et le fer, et maintenant même l'or, sont utilisés pour construire et décorer les maisons. Iam ex auro, dit Tubéron. Iam auri quoque, dit le rhéteur dont se souvient Sénèque le père. Alors, c'est la même tournure dans les deux textes qui, par un seul adverbe, iam, désormais exprime et fustige, exprime et fustige la ruée vers l'opulence sans borne et le pillage de la terre. Je pense donc
que les deux passages réunis par Cels, celui de Labéon et la définition de Tubéron, forment un discours unitaire à la tonalité nostalgique. Derrière un raisonnement technique concernant l'étendue d'un legs, une trace d'idéologie se dessine, presque d'émotion. Mais il ne faut pas trop y insister, car, bien sûr, les juristes de toute époque savent bien cacher leurs émotions. Je vous remercie pour votre attention.